Il a quitté tout à l'heure la Malaisie pour le Japon. C'est la deuxième étape de sa tournée en Asie. Donald Trump rencontre aujourd'hui l'empereur Naruhito et demain la nouvelle première ministre Sanae Takaichi. Au programme des discussions, le commerce, les investissements et les dépenses en matière de défense. On va tout de suite aller rejoindre Guy Bourg-Delamotte, professeur à l'INALCO en sciences politiques, spécialiste du Japon. Bonjour, merci d'être avec nous. Cette visite, elle tombe plutôt bien pour Sanae Takaichi une semaine après sa nomination. Ça y est, les choses sérieuses commencent pour elle. Absolument, les choses sérieuses commencent et puis elle est forte d'une popularité assez exceptionnelle à l'intérieur du pays. Donc elle peut démarrer sur les acquis de l'administration précédente, mais avec des propositions nouvelles qui émergent et avec une impulsion, une légitimité, disons, plus forte. On va tout de suite aller rejoindre notre correspondant régional, Constantin Simon. Bonjour Constantin. Comment cette visite de Donald Trump, elle est perçue par les Japonais ? Alors la visite d'un président américain, et notamment de cet homme fort que représente Donald Trump, c'est toujours l'occasion, si vous voulez, d'un soulagement. Parce que le Japon est finalement assez isolé. On a plutôt une bonne image du Japon en Occident, mais en Asie, c'est un pays qui a très peu d'alliés. Il y a d'abord l'énorme Chine menaçante qui fait face au Japon. Il y a la Corée du Nord qui tire régulièrement des missiles vers la mer du Japon. Et même la Corée du Sud, qui est pourtant un allié de Washington, a des relations assez compliquées avec le Japon à cause des différends qui datent de la Seconde Guerre mondiale et de la colonisation de la péninsule coréenne. Donc finalement, les Japonais, la classe politique, mais aussi le peuple se sait assez isolé en Asie et donc assez inquiet. Et Washington est évidemment l'allié historique et très important. Il faut rappeler qu'il y a un traité qui unit les deux pays. En cas d'attaque contre le Japon, eh bien, les États-Unis doivent défendre l'archipel. Donc c'est cela d'abord. Le deuxième point sur cette visite, c'est sans doute qu'il y a peut-être l'occasion de créer une relation un peu plus personnelle entre cette nouvelle première ministre, Sanae Takaichi, qui incarne un peu un renouveau politique, un renouveau vers la droite, qui est une femme forte, qui vient tout juste d'être élue première ministre, alors qu'il y a eu beaucoup d'instabilité politique, mais qui est très populaire au Japon. Et cet homme fort aussi que représente Donald Trump. Donc, ils ont beaucoup de points en commun, si vous voulez, et c'est cela que les Japonais espèrent peut-être, qu'il y ait une sorte de relation un peu personnelle qui puisse se tisser entre cet homme politique et cette femme politique. Constantin, 60 000 soldats américains sont présents au Japon. C'est le plus gros contingent au monde. Une présence qui n'a pas toujours été très bien acceptée. Où en sont les relations aujourd'hui entre ces soldats et la population ? Alors, il faut sans doute différencier la situation à Okinawa, où j'ai fait de nombreux reportages, qui concentrent quasiment presque plus de la moitié des effectifs américains, des soldats américains au Japon. Il y a énormément de bases. Pourquoi à Okinawa? Parce que c'est tout près de Taïwan. Donc, en cas de conflit à Taïwan, évidemment, tout de suite, les Américains peuvent intervenir grâce à leur base américaine sur les îles d'Okinawa. Mais la population d'Okinawa en avait un peu assez de ces bases et demande depuis longtemps un recentrage, un rééquilibrage, si vous voulez, de la présence américaine. Pour le reste, sur l'ensemble de l'archipel, les Japonais restent quand même sur ce son de cloche qui est qu'ils ont besoin des Américains, que les Américains sont une garantie. Et donc, même s'il y a des contestations, si vous voulez, locales, des manifestations contre les bases américaines à Okinawa ou leur déplacement, il y a quand même dans l'ensemble la population japonaise qui est attachée à cette alliance, à cette garantie, à ce bouclier militaire américain. Merci beaucoup, Constantin Simon, pour toutes ces précisions. Je reviens vers vous, Guy Bourg-Delamotte. Constantin Simon vient de parler de nombreux points communs entre Donald Trump et Sanae Takaichi. Quels sont-ils, ces points communs? Est-ce qu'ils peuvent être amenés à s'entendre tous les deux? Oui, tout à fait, mais il faut que j'intervienne pour, comment dire, autant certains points étaient tout à fait justes, enfin, mais juste sur un point, le Japon n'est pas isolé en Asie. En Asie du Sud-Est, il n'est plus isolé, c'est au contraire la Chine. Donc là, un des points communs, justement, ce qui rapproche Trump et Takaichi, un des points communs sur lesquels une des choses dont ils vont parler, c'est comment contrebalancer en fait la montée en puissance chinoise. Et ça se fait par le biais de l'Asie du Sud-Est, où le Japon, au contraire, est très apprécié maintenant. Il intervient auprès des Philippines, un accord d'échange réciproque entre les forces alliées vient d'être signé, ce qui permet des échanges communs, ce qui permet aux forces d'autodéfense, c'est-à-dire l'armée japonaise, de débarquer aux Philippines
parce que les Philippines ont besoin d'aide. Et de la même manière, l'Indonésie ou la Malaisie sont tout à fait demandeuses d'aide et de collaboration avec le Japon. Un accord vient d'être signé, par exemple, sur les métaux précieux. Là, c'est plutôt le Japon qui a besoin de la Malaisie aussi. Mais un réseau se met en place avec pour logique commune, et ça c'est depuis une dizaine d'années maintenant, voire plus, que pour logique commune, donc de contrebalancer la puissance chinoise qui pose des problèmes à l'ensemble de la région. Et si l'Asie du Sud-Est maritime a du mal à s'unir vraiment parce que la Chine est indispensable néanmoins, y compris commercialement, ça c'est d'ailleurs un point commun avec le Japon et avec d'autres pays comme l'Australie, eh bien il faut la contrebalancer sur un plan stratégique. Et c'est là que l'ensemble de ces pays attendent les États-Unis et sont heureux de voir enfin M. Trump arriver pour ce sommet de l'ASEAN et puis ensuite faire cette tournée régionale, parce que Donald Trump, qui a été accaparé par différentes guerres, et bien maintenant se tourne vers ce qui, au fond, est le point commun entre son précédent mandat et son mandat actuel, c'est-à-dire contrebalancer la puissance chinoise. Vous parliez de Alors, pour vous répondre... Oui, allez-y. Pour vous répondre plus précisément sur les points communs, parce que là où les conversations vont avoir lieu entre Mme Trump et Mme Sakaguchi et M. Trump, eh bien, il s'agit de voir précisément comment l'accord qui a été conclu par son prédécesseur, M. Ishiba, va pouvoir être mis en œuvre. Il a été question que 550 milliards soient investis, de dollars soient investis aux États-Unis en échange d'un abaissement des droits de douane. Donc, il faut voir sous quelle forme et de quelle manière. Et Mme Takaichi va s'appuyer sur deux choses, en fait, deux atouts, disons. Son amitié avec l'ancien Premier ministre Abe Shinzo, qui était très proche de Donald Trump. Ils se sont très bien entendus. Ils avaient, donc là, c'était le golf, la carte qui avait été jouée par Abe, c'était le golf. Abe maintenant joue la carte, Takaichi-san joue maintenant la carte Abe. Et puis l'autre carte que sort là, très habilement la diplomatie japonaise, eh bien c'est l'empereur, puisque Naruhito vient de rencontrer M. Trump. Donc tout ça pour faciliter un petit peu et faire ce que font les Anglais ou les Néerlandais en réquisitionnant, disons, leur famille royale, puisque M. Trump est sensible aux faces. Vous parliez de Shinzo Abe, justement, c'est l'un des mentors de Sanae Takaichi. Donald Trump a même encensé la Première ministre en la comparant à Shinzo Abe, donc c'est donc bon signe pour elle. Elle va pouvoir négocier avec Donald Trump, ils vont peut-être pouvoir s'entendre tous les deux. Mais c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. En fait, M. Trump a l'air, semble-t-il, d'être tout à fait désireux de s'entendre avec ses interlocuteurs. Donc, pour peu qu'on sache, disons, jouer sur les bonnes fibres et trouver des terrains d'entente, alors évidemment, il faut converger avec les États-Unis, ce qui peut être un peu compliqué, mais enfin, là, je crois que de fait, des pistes s'esquissent. Alors, plusieurs produits ont été évoqués. Et puis, comme, disons que l'élément favorable, c'est que Mme Takaichi est favorable à une augmentation encore supérieure des dépenses de défense. Donc, le Japon a déjà indiqué qu'il souhaitait passer à ce qui était la norme de l'OTAN auparavant, c'est-à-dire à peu près 2% du PIB consacré aux dépenses, sinon de défense au sens strict de sécurité. Ça, c'était la norme précédente. Mais maintenant, il me semble que Mme Takaichi soit même disposée à aller jusqu'à 3,5% du PIB. Et de fait, il y a beaucoup de choses à faire en réalité, puisqu'il y a des investissements. Alors, ce qui commence à s'esquisser, ce sont des investissements en matière de drones, en matière de missiles. Surtout, les capacités missilaires doivent être améliorées. Et ça, c'est face aux missiles chinois et aux missiles nord-coréens. Dans un contexte, évidemment, que la Russie aggrave. Et justement, les discussions demain, elles devraient porter notamment sur la forme que prendront les investissements promis par le Japon aux États-Unis. Donald Trump veut conditionner la protection militaire des États-Unis aux efforts consentis par son allié. On va écouter les précisions de Romain Michelot et on reviendra ensuite vers vous, Guy Bourdelamotte. Au Japon, Donald Trump arrive en territoire ami et compte bien en profiter pour parler économie, notamment de commerce. En juillet dernier, le Japon avait négocié la baisse des droits de douane appliqués à ses produits de 25 à 15% en échange de promesses d'investissement aux États-Unis à hauteur de 550 milliards de dollars. Un soulagement alors pour l'industrie automobile japonaise qui exporte largement vers les États-Unis. Mais cette baisse est aujourd'hui jugée pas assez conséquente pour certains habitants qui espèrent les voir disparaître. Ce qui compte, c'est de trouver un terrain d'entente. Il faut voir comment les choses vont évoluer, mais je pense que ces droits de douane, ce n'est pas une bonne chose pour l'économie.
Le Japon n'a même pas la main sur ces investissements promis. Ils seraient fléchés par les États-Unis dans certains secteurs comme les semi-conducteurs, la pharmacie ou encore l'énergie, mais pas forcément sous la forme d'investissements directs selon Tokyo. Autre enjeu de cette rencontre, l'énergie. Aujourd'hui, Tokyo importe encore massivement du gaz naturel liquéfié de Russie. Donald Trump aimerait que le Japon s'engage à se fournir désormais aux États-Unis. Autre exigence américaine, la défense. 60 000 soldats américains sont présents au Japon, le plus gros contingent au monde et une garantie de sécurité pour Tokyo. Mais Donald Trump exige de son allié qu'il dépense davantage pour bénéficier de sa protection. À peine investie, la nouvelle première ministre japonaise s'y est déjà engagée. Il est nécessaire que le Japon poursuive activement un renforcement de ses capacités de défense. Ainsi, concernant le seuil de 2% du PIB stipulé dans la stratégie de sécurité nationale, nous prendrons des mesures pour l'atteindre dès l'exercice budgétaire en cours. Le Japon entend bien soigner sa relation privilégiée avec les États-Unis, alors que la Chine se montre toujours plus menaçante dans la région. Guy Bourdelamotte, on l'a vu dans ce sujet ces derniers mois, le Japon a constaté une chute de ses exportations vers les États-Unis, et notamment les exportations de voitures, moins 28,4% en un an. Est-ce que le Japon aujourd'hui est complètement dépendant de cette alliance avec les États-Unis ? Alors, bon, les ventes de voitures, c'est quand même pas l'alliance, mais donc il y a deux choses là différentes. En fait, le contexte, évidemment, on augmente les droits de douane, donc bien sûr, ça pèse sur les exportations. Donc ça, c'est là-dessus que les négociations portent et donc avec des perspectives, disons, d'amélioration probablement. L'alliance avec les États-Unis, elle est tout à fait centrale, oui, bien sûr, parce que les États-Unis, c'est une puissance hors pair, et face à la Chine qui elle-même est maintenant la plus grande marine du monde en nombre de bâtiments, et bien sûr que l'appui américain est tout à fait essentiel au Japon, qui jusqu'à présent a une posture en matière de défense relativement effacée, relativement mesurée, parce que l'article 9 de la Constitution reste en place. Cet article, dont la lettre interdit le maintien d'un potentiel militaire, et donc dont l'interprétation a été d'orienter ce potentiel militaire, puisqu'il était nécessaire dans le contexte de la guerre froide, vers l'autodéfense. Et donc, ça reste, disons, la ligne de conduite. Mais enfin, ça n'empêche pas le gouvernement de voir qu'il faut augmenter les dépenses de défense. Dans ce contexte, l'alliance avec les États-Unis, de fait, reste essentielle. Et c'est très bienvenu, disons, de voir M. Trump réaffirmer qu'il s'intéresse aux alliés, comme il l'a fait au sommet de l'ASEAN. Et est-ce que c'est normal que le Japon n'ait pas la main sur les investissements, ses propres investissements aux États-Unis ? Ça fait partie des négociations. Alors, bien sûr que ces négociations sont difficiles, comme on le sait. Donc, c'est là qu'ils vont essayer, en fait, d'obtenir une amélioration des termes, un assouplissement. Donc, une des possibilités, c'est comme Mme Sanae, Mme Takaichi, comme votre correspondant l'a dit, l'objectif d'augmentation de 2%, c'est-à-dire un doublement, en fait, en proportion du PIB des dépenses de défense, en pratique de sécurité, en réalité, devait être atteint d'ici 2027. Là, Mme Takaichi dit on va le faire plus vite que prévu. Et donc, à terme, éventuellement, augmenter encore davantage, qui laisse toujours la marge, en fait, à un accroissement des importations de capacités de défense en provenance des États-Unis. Donc ça, évidemment, dans une négociation, ça pèserait, bien sûr. Alors, il y a quelques jours, Washington réclamait à Tokyo de cesser d'importer du gaz russe. On imagine que ce sera là aussi l'un des sujets demain des discussions. À quel point le Japon est dépendant de ce gaz russe ? Alors, ce qui s'est passé, en fait, le Japon n'est pas si dépendant que ça du gaz russe parce qu'il y a le nucléaire, toujours, qui a été réintroduit. Il y a d'autres sources, y compris durables, disons, qui ont pris la place. Mais enfin, pour les énergies fossiles, il y en a toujours. Et à l'intérieur de celle-ci, du gaz russe. Et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de la guerre en Ukraine, s'est posé, quand elle a été déclenchée en 2022, s'est posé la question de quoi faire avec le gaz russe qui avait été en fait chèrement acquis par les Japonais qui ont construit un gazoduc dans les années 2000 en fait. Et ça a été acquis de haute lutte face à la Chine qui était dans la négociation et c'est au dernier moment que Poutine a décidé d'opter pour un gazoduc qui irait vers le Japon. Et donc, si le Japon avait renoncé à ses importations de gaz russe, de pétrole russe, ce qui se serait passé, c'est que, il aurait tout simplement été vendu sur les marchés internationaux et le Japon, lui, aurait dû
faire ce que fait l'Union européenne, c'est-à-dire s'approvisionner sur les marchés européens et internationaux, et donc vraisemblablement, en réalité, acheter parfois par le biais du marché noir du gaz russe qui aurait été réintroduit, vous voyez, par ce biais. Donc, au lieu de le payer plus cher, les Japonais ont fait la décision de maintenir ce gazoduc et donc de s'en servir, en fait, selon les termes qui avaient été utilisés, qui avaient été convenus à l'origine. Ce qui était une manière, en fait, de ne pas donner plus d'argent à la Russie, finalement. Mais se pose néanmoins la question maintenant de voir ce que cette décision peut devenir dès lors qu'il faut apprendre la pression sur la Russie. Et c'est un petit peu la situation où est l'Union européenne, finalement, qui a décidé donc de sortir de cette dépendance elle-même du gaz russe. Alors si à l'avenir le Japon ne peut plus importer de gaz russe, vers qui peut-il se tourner? Alors, il y a d'autres pays, par exemple l'Indonésie. Pour les matières premières, l'Australie est un partenaire très important. Mais évidemment, la Russie, eh bien, c'était un partenaire de premier plan. Donc, le Japon se trouve comme les Européens dans la situation de devoir trouver des ressources alternatives. Mais les États-Unis, bien évidemment, sont un excellent candidat, puisque compte tenu du contexte économique et des négociations commerciales, eh bien, importer du gaz des États-Unis est tout à fait indiqué, disons. Alors on sait que Sanae Takaichi veut investir plus d'argent dans la défense. Pour quelles raisons? Est-ce que ce sont les menaces chinoises et nord-coréennes dans la région qui motivent cette décision? Ou est-ce qu'elle se dit qu'elle ne pourra peut-être plus compter pas toujours compter en tout cas sur cette alliance avec les États-Unis? L'alliance avec les États-Unis, en fait, effectivement, l'idée pour le Japon depuis 20 ans, c'est de prévoir que, eh bien, non seulement il faut se défendre mieux, mais il faut aussi établir des liens avec les alliés dans la mesure où, de fait, les États-Unis peuvent, ce qu'on constatait plutôt, ce n'était pas tellement un désengagement, un risque de désengagement, mais plutôt, disons, un affaiblissement des États-Unis, un affaiblissement relatif face à la Chine. Là, disons, Donald Trump affirme sa volonté de rester engagé en Asie, dès lors qu'il veut contrebalancer la Chine, c'est logique. Mais de fait, diversifier les partenariats est quelque chose de souhaitable. Et c'est quelque chose qui a été entamé par Abe Shinzo à partir de 2006-2007, d'ailleurs à la demande du président Obama, qui, lors de son premier mandat, donc un petit peu après, eh bien, disait il faut que les alliés nouent des liens entre eux. Et donc, c'est ce que fait le Japon depuis 2010 environ, même un petit peu avant. Et c'est ainsi qu'il a établi des liens avec le Royaume-Uni, par exemple, l'Australie, qui sont devenus d'excellents partenaires dans le domaine de la défense avec le Japon, dans la mesure, par exemple, où le Japon a un projet d'avion de combat avec le Royaume-Uni et l'Italie. Et puis, avec l'Australie, c'est le premier pays avec lequel il a signé un traité dans le domaine de la sécurité, en dehors de celui qu'il a avec de l'alliance elle-même avec les États-Unis. Mais donc, l'Australie est devenue un partenaire très important dans le domaine de la sécurité. Et le Japon, de même, diversifie. C'est pour ça que je vous disais à quel point l'Asie du Sud-Est est importante dans cette stratégie. Le Japon diversifie ses alliances en s'appuyant aussi et en s'affirmant comme soutien régional dans le maintien de l'ordre, voire dans la défense pour les pays d'Asie du Sud-Est maritime, Indonésie, Philippines, Malaisie, Vietnam, qui ont de gros problèmes avec la Chine, qui font face directement aux mêmes problèmes que rencontre avec le Japon, c'est-à-dire des incursions répétées, c'est-à-dire un expansionnisme en mer de Chine méridionale et orientale. Justement, pour revenir sur la Chine, Sanae Takaichi a longtemps été virulente à l'égard de son voisin. Elle a notamment critiqué son renforcement militaire dans la région Asie-Pacifique. Elle a apporté son soutien à Taïwan. Néanmoins, on a senti qu'elle avait un petit peu adouci son discours sur la Chine récemment. Pour quelle raison ? Oui, alors ça, c'est de bonne politique. Si vous voulez, un homme politique, une femme politique qui se fait élire, eh bien, plutôt un discours un peu dur pour séduire la droite. Et ensuite, il faut rassurer, il faut s'adresser à un public plus large à l'intérieur de la nation. Il faut aussi rassurer les interlocuteurs internationaux. Et puis, il ne s'agit pas de jeter de l'huile sur le feu, n'est-ce pas, avec la Chine, les choses étant déjà suffisamment compliquées. Donc, il faut au contraire donner des signaux plutôt positifs à la Chine. Et donc, dans cette mesure, eh bien, à la fois veiller à réaffirmer la continuité de la diplomatie japonaise, c'est-à-dire le soutien à Taïwan qui est acquis, mais compliqué aussi, comme pour tous les pays. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de dire que Taïwan peut déclarer son indépendance et que quoi qu'il arrive, on la soutiendra. Mais enfin, néanmoins, donc le discours est celui de la stabilité régionale et du maintien du statu quo,
Et c'est pour ça que Mme Takaichi a parlé au sommet de l'ASEAN de paix et de sécurité dans la région. C'est une manière de dire à la Chine, essayons d'être constructifs et arrêter cet expansionnisme, arrêter d'être une menace. On va maintenant s'intéresser à cette rencontre prévue entre Xi Jinping et Donald Trump ce jeudi pour sceller peut-être un accord commercial. Qu'est-ce qu'il contiendrait cet accord? Écoutez les explications de Sophie Samaï, on revient ensuite vers vous, Guy Bourdelamotte. Un signe d'apaisement à quelques jours seulement d'une rencontre très attendue entre Donald Trump et Xi Jinping. À l'issue de 2 jours de discussion à Kuala Lumpur en Malaisie, négociateurs américains et chinois ont annoncé ce dimanche être parvenus à définir les contours d'un accord commercial. Je peux vous dire que nous avons eu 2 très bonnes journées, donc je m'attends à ce que la menace d'une taxe supplémentaire de 100% soit désormais écartée, tout comme la menace d'une imposition immédiate par la Chine d'un régime mondial de contrôle des exportations. Selon Washington, Pékin envisage désormais de retarder la mise en place de restrictions à l'exportation de minerais rares et de reprendre l'achat de soja aux États-Unis. En retour, les Américains renonceraient à infliger 100% de droits de douane supplémentaires sur les marchandises chinoises, une menace régulièrement brandie par Donald Trump au cours des dernières semaines, alors que les 2 puissances se livrent une bataille commerciale sans précédent depuis plusieurs mois, à grand renfort d'écrasantes taxes douanières. Côté chinois, on se félicite également d'être parvenu à un consensus préliminaire, mais le ministre chinois des Affaires étrangères s'est lui montré plus offensif sur le sujet, saluant ce lundi l'avènement d'un monde multipolaire. Nous appelons à en finir avec la politisation des questions économiques et commerciales, la fragmentation artificielle des marchés mondiaux et le recours aux guerres commerciales et aux batailles tarifaires. Donald Trump et Xi Jinping doivent se rencontrer ce jeudi en Corée du Sud pour sceller cet accord et relancer ainsi les relations commerciales entre les 2 puissances, alors que la trêve douanière actuellement en vigueur entre la Chine et les États-Unis doit prendre fin le 10 novembre prochain. Guy Bourdelamotte, il a vraiment des chances d'exister cet accord? Il serait bénéfique aux États-Unis et à la Chine? Oui, il faut le penser. Disons que la Chine a été la seule à tenir tête de cette manière. Alors, vous aurez remarqué, la Chine, évidemment, on parle d'instrumentalisation et puis des tarifs dans le monde et de la menace économique. Et elle est la première à l'avoir fait au Japon en 2010 avec les métaux précieux, les terres rares. C'est elle qui a, en 2010, suspendu les exportations de terres rares dont les économies du monde sont devenues si dépendantes. Les technologies nouvelles en dépendent cruellement et la Chine est non seulement la seule, pratiquement à l'époque, elle était la seule à les produire, pour ainsi dire. Aujourd'hui, ça s'est diversifié, mais elle reste la seule à les en fait traiter de manière à ce qu'ils soient utilisables. Et donc, c'est une bonne chose de voir cet accord commercial se dessiner. Mais enfin, il n'empêche que la Chine conserve cette arme à ce stade, et c'est ce qui explique que le Premier ministre australien, les États-Unis et le Japon se soient entendus récemment pour se mettre eux-mêmes à transformer ces métaux précieux et pour ne plus laisser le monopole de la transformation à la Chine. On doit donc peut-être s'attendre ces prochaines semaines, ces prochains mois, à un apaisement des relations sino-américaines? Il faut l'espérer, mais enfin, ce n'est pas ça qui va régler les problèmes de fond, parce que reste encore que la Chine, dans la région et dans son attitude, enfin, elle continue à produire des sous-marins, des destroyers, enfin, et des missiles. Jusqu'à quand et pour quelles raisons? Avec quelles intentions? Son expansionnisme en mer de Chine méridionale, ses prétentions, ses incursions subsistent. Donc, il faut aussi que tous ces volets-là s'apaisent. Donc, le maintien, sinon, oui, il ne s'agit pas d'être offensif à l'égard de la Chine, mais bien d'établir des contrepoids suffisamment dissuasifs pour que la Chine cesse de se comporter de cette manière, comme si le Vietnam n'existait pas comme pays indépendant, comme si les Philippines, l'Indonésie, la Malaisie n'avaient pas droit à leurs propres prétentions territoriales. Et il y a un point d'achoppement, bien sûr, ce sera Taïwan, qui n'est pas du tout en fait d'accord pour se laisser absorber par le continent chinois. Donc l'expansionnisme chinois, disons, est bien toujours présent. Autre rencontre possible cette semaine, ces derniers jours, une rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un a été évoquée. Ça enverrait quel message si les 2 hommes étaient vraiment amenés à se rencontrer?
Alors, le problème, c'est qu'on voit mal ce qui peut en déboucher, hein, sincèrement. Donc, la première fois que ces rencontres ont eu lieu, elles ont suscité de l'espoir, enfin un petit peu d'étonnement côté japonais. Mais enfin, le problème, c'est que l'arme nucléaire est si utile, en fait, au régime nord-coréen qu'on voit mal pour quelles raisons ils y renonceraient. Donc, ce qui peut aboutir de négociations, c'est un apaisement des tensions. Mais néanmoins, donc autant pour nous, ce qui est important, c'est l'arme nucléaire. Pour la Corée du Nord, ce qui serait important et décisif, disons, ce serait un retrait américain de la région. Ce qui ferait évidemment le jeu de la Chine, et ce à quoi ni le Japon, ni la Corée, ni du Sud, ni les pays de la région n'ont envie de le voir. Et puis les États-Unis n'y sont pas disposés non plus. Donc, vous voyez, c'est là qu'il y a un problème, en fait, fondamentalement, c'est que il semble difficile de voir comment ces intérêts stratégiques contradictoires peuvent être réconciliés. Mais enfin, le dialogue est toujours une bonne chose, ne serait-ce que pour apaiser les tensions. Et puis, la Corée du Nord est tout à fait demandeuse, en fait, de l'introduction d'une diversification, si on peut dire, de ces relations, parce qu'elle elle joue en ce moment de la Chine et de la Russie, mais il y a également énormément de défiance dans ses relations avec ses deux partenaires. Et donc, l'introduction d'un troisième, disons, partenaire, sinon partenaire, disons, interlocuteur, potentiellement, avec un abaissement des tensions de son point de vue, eh bien, peut être positif. Pour nous également, c'est-à-dire la distancier un petit peu. Merci beaucoup, Guy Bourdelamotte, d'avoir répondu à nos questions et d'avoir accepté notre invitation. C'est la fin de cette édition. On se retrouve dans quelques minutes.